Alors on avance dans le temps et puis on va arriver à l'indépendance. Donc Sadek, il est clandestin à Alger jusqu'à la fin de la guerre, hein. Il est obligé de changer de lieu de domicile régulièrement. Il est essentiellement caché, grimé en européen, si je puis dire, dans des quartiers européens. Et il traverse cette période extrêmement tragique des attentats de l'OAS, etc., jusqu'à l'indépendance. Il y avait un élan extraordinaire au lendemain de l'indépendance, qui s'est traduit d'ailleurs dans pas mal de mouvements de volontariat, etc. Et d'autant plus que les premières mesures prises juste après l'indépendance paraissaient aller dans le sens du contenu social et démocratique, sauf que par le fait que 3 mois après l'indépendance, il y a eu interdiction formelle du Parti communiste algérien. C'était le... Et bien qu'il y avait des mesures apparemment allant dans le sens social. Il y avait un grand élan, beaucoup d'espoir dans la jeunesse et la population algérienne, et qui a vu sa condition s'améliorer brusquement par rapport à la période coloniale. Déjà, dans le fait de parler librement et de ne pas être réprimé pour cette raison. Mais rapidement, il y a eu les affrontements, et dans ces affrontements, il y avait une lassitude chez les Algériens, ils ne voulaient pas aller au-delà d'un certain degré d'affrontement. Et ils identifiaient à tort l'opposition avec les affrontements armés et violents. C'est-à-dire qu'à défaut de participer à une lutte massive politique, consciente, les gens se sont mis à chercher, à se mettre à l'abri, à gagner des avantages individuellement, etc. Alors qu'il y avait pourtant un grand espace pour ça, parce que les premières mesures qui ont été prises, notamment à partir des nationalisations des hydrocarbures, de démocratisation de l'enseignement, amélioration de la santé publique, etc. Tout cela, c'était des facteurs vraiment très, très positifs. Mais il y a eu massivement cette défaillance politique. Mais c'était l'erreur d'un certain nombre de leaders politiques de considérer que la lutte devait surtout se dérouler sous forme armée. De ne pas voir toutes les possibilités qu'offrait la lutte politique, la lutte de masse. Et là, malheureusement, c'est tout un héritage de la période d'avant l'insurrection qui a été perdu, qui s'est effrité pendant la guerre de libération. Parce que vraiment, il y a eu une conscience politique qui a commencé à se forger, et dont l'un des résultats, ça a été d'ailleurs l'insurrection. C'est l'indépendance qui a été c'est-à-dire le ciment de toutes les aspirations nationales que chaque segment de la population adoptait selon son angle de vue, sa formation politique, son circuit, son itinéraire, etc. Tu avais des gens pour qui c'était l'islam, et pas plus que cela. Alors que pour d'autres, c'était aussi évidemment le terreau islamique, mais avec les idées de liberté, d'égalité sociale, d'instruction, santé, etc. C'est-à-dire vraiment de fraternité. Et c'était le meilleur moment pour faire de cette une convergence nationale de plus en plus fondée sur des bases concrètes et non pas sur des présupposés, des a priori idéologiques ou régionalistes ou claniques, traditionnels. Donc, disons que la formation politique, je pense qu'elle a plutôt régressé. Je dirais même que d'une certaine façon, la politisation spontanée au niveau populaire était
plus grande que celle de certains milieux dirigeants qui petit à petit sont en train de dériver vers la conception plutôt libérale, etc. Ben, ça dépendait des milieux du FLN. Là, il y avait différentes des variantes. Il y avait certains que leur anticommunisme continuait à aveugler et puis à se défier des communistes, etc. Et puis d'autres, au contraire. Mais c'était en général, la base populaire n'était pas du tout concernée par cet anticommunisme des milieux, d'un certain nombre de milieux dirigeants responsables. Eh bien oui, moi j'ai dû faire une deuxième clandestinité de 24 ans. Alors que la guerre, c'était une clandestinité de 7 ans seulement. Précisément parce qu'on voulait que ces valeurs et les objectifs pour lesquels on avait lutté pour l'indépendance trouvent un contenu normal qui était d'ailleurs indiqué par aussi bien la déclaration du 1er novembre 1954 que évidemment en filigrane, mais qui avait été même beaucoup plus détaillé dans le congrès, la charte de la Souma de 1956, la charte de Tripoli ou la charte du FLN de 1964, qui se déclarait même pour le socialisme scientifique. Évidemment, mais c'était un phénomène normal, ça s'est produit dans l'histoire mondiale, tous les pays qui ont accédé à l'indépendance et où les différenciations sociales se sont produites ensuite. Évidemment, beaucoup de ceux qui étaient d'accord avec l'idée que dans l'indépendance, l'Algérie devait être démocratique et sociale, ont nuancé leur position plus tard, sinon même ont pris des positions contraires. Et là, maintenant, on va parler de SADC et l'Algérie indépendante, avec les apports de Malika, qui est en ligne et qui doit nous entendre, et qu'on va bientôt voir, j'imagine. Et puis, nous avons aussi Khaled, qui peut donner des éléments, et Aliki, bien entendu, sur SADC et l'Algérie indépendante, quoi. Et le PCA a été donc... et le Pax ont été interdits, et il s'est retrouvé à nouveau dans la clandestinité dans l'Algérie indépendante. Surtout dans la période des années 70, mais je te laisserai le dire avec plus de précision, Aliki. Alors, est-ce que Malika est en ligne? Bon, pendant qu'on attend l'image, je signale que Malika, parmi ses nombreux ouvrages, est l'autrice d'un livre vraiment très intéressant issu de sa thèse, L'Udma et les Udmistes, qui est paru chez Barzac en Algérie. Et son livre sur Algérie 62 est plus connu en France, puisqu'elle est parue aussi à la découverte. Mais c'est une approche de l'Udma qui est quand même très importante. C'est une composante du mouvement national algérien, qui avait aussi ses propres qualités, malheureusement, parfois un peu oubliées et pas prises en compte dans l'Algérie indépendante. Peut-être que je vais commencer par vous dire deux mots de la façon dont, comme historienne, j'ai eu l'occasion de rencontrer Salah Krajales. Je l'ai rencontré la première fois en 2003, lorsque je préparais une biographie de Ali Boumedjel. Et vraiment, ce qu'il a fourni dans cette rencontre, des connaissances de la culture, de la politique locale de cette région proche d'Alger, a été vraiment essentiel pour moi pour comprendre l'itinéraire et la sociologie de la famille Boumedjel, qui était proche de sa propre famille. J'ai découvert vraiment un regard sociologique extrêmement affûté et une curiosité intellectuelle très grande pour comprendre et décrire les transformations sociales
que connaissait l'Algérie dans ces années-là. Il n'avait pas cessé, à mesure de son parcours militant, d'avoir aussi une démarche intellectuelle qui n'était pas très loin d'être une démarche d'historien, de retour sur son propre parcours, de réflexion sur les épisodes du passé et de réinterprétation des épisodes du passé pour mieux comprendre le présent ou pour mieux dialoguer avec le présent. Je me rappelle à l'époque, un des premiers souvenirs qu'il m'a raconté et qui m'avait beaucoup marqué, c'était comment en 1962, il avait, en sortant de la clandestinité dont on vient de parler, recommencé à voyager en Algérie. L'un de ces voyages avait pour but de retourner dans une des régions de la Mitidja où le Parti communiste avait été particulièrement puissant, de re-rencontrer des jeunes qu'il avait eu l'occasion de rencontrer avant la guerre, de, en quelque sorte, prendre des nouvelles et reconstituer ce qu'ils avaient vécu dans le temps de la guerre. Et il était frustré parce que très rapidement, le fait de devoir entrer de nouveau en clandestinité à partir de 1965, faisait qu'il ne pouvait pas continuer avec eux ce dialogue et cette connaissance directe de la société algérienne qui lui était si chère. Un autre de ces voyages de 1962 avait pour destination les Aurès, et là le but était de retrouver l'endroit où son frère avait été tué durant la guerre, mais il ne me le racontait pas pour me parler de lui, il me le racontait pour expliquer ce qu'il découvrait de la société algérienne à chacun de ces voyages. On s'est revus après dans les années 2010, au moment où moi je commençais à travailler sur un projet qui n'a pas encore abouti, sur les parcours de militants, pas seulement les militants du Parti communiste algérien PCA, mais aussi les militants du PAX, du Parti de l'avant-garde socialiste, qui est fondé à partir de 1966 et se prolonge jusqu'au début des années 1991. Donc on a eu pendant plusieurs années un long échange sous la forme d'une série d'entretiens. Ce que je retiens de nos premiers entretiens, c'est le fait que son regard était, et je pense qu'il s'en rendait très bien compte, beaucoup plus cadré, ou son récit plus exactement, était beaucoup plus cadré concernant la période d'avant l'indépendance qu'après. Pourquoi ? Parce que sans doute il avait déjà écrit, il avait déjà réfléchi, il avait déjà mis en forme. Et ce à quoi j'assistais dans les entretiens au sujet de son engagement dans le PCA après l'indépendance, le coup d'État de 1965, la création de l'organisation de la résistance populaire et ensuite la création du PAX, c'était en quelque sorte un travail de récit en train de se fabriquer, une réflexion en train de se faire, où les considérations d'un homme qui se fait l'historien de son propre parcours, notamment en entrant en contact, il vivait à cette époque-là à Paris, et en essayant de retrouver d'anciens militants, d'anciens camarades, des personnes qu'il avait connues pour essayer de collecter leur version d'événements vécus en commun. Alors je dis d'événements vécus en commun, j'ai mis assez longtemps pour réaliser que souvent lorsqu'il parlait de militants et de choses qui avaient pu se passer dans le PAX durant toute la période du parti, il en parlait de façon très vivante, très précise, très sociologique, alors même que dans les conditions de la clandestinité, il n'était jamais sur les lieux d'une certaine façon, et bien souvent il me parlait très intimement de personnes qu'il n'avait pas rencontrées à l'époque, mais dont il avait simplement lu les rapports, lu les écrits, échangé par courrier interposé et par échelon de clandestinité interposé, et que malgré ces obstacles à la connaissance directe, il y avait vraiment là tout un travail de connaissance. On a affaire à un parti politique, et on a affaire à un parti politique qui est aussi une entreprise de connaissance. Alors le temps est court, je ne vais pas vous raconter l'histoire du PAX dans 5 minutes, ça n'aurait pas de sens, et puis Aliki parlera après moi.
Mais ce qui m'a beaucoup frappé dans les entretiens réalisés avec Sader, et ça a déjà été dit à la fois par Ali et par Alain tout à l'heure, c'est la dimension critique de son propre parcours et du parcours de son propre parti, notamment de ses propres décisions. Et je voudrais en prendre juste 2 ou 3 exemples pour montrer à quel point ces questions, elles étaient brûlantes, urgentes, et elles parlaient avec le présent. L'un des points sur lesquels il était extrêmement critique, ce sont les circonstances de naissance, en quelque sorte, du PAGS. On a le coup d'État du colonel Boumedienne en juin 1965. Les militants communistes s'opposent à ce coup d'État et créent avec une partie de la gauche du FLN une nouvelle organisation clandestine, l'ORP, l'Organisation de la Résistance Populaire, qui très rapidement est prise par la répression et dont les dirigeants sont emprisonnés. C'est dans les conditions de l'emprisonnement des dirigeants de l'ORP que progressivement émerge une nouvelle organisation. Elle porte plusieurs noms, mais au final, elle va s'appeler PAGS, Parti de l'avant-garde socialiste. Je me souviens de discussions où il se montrait extrêmement critique de cette initiative de création de l'ORP, une décision qui avait été très dangereuse parce qu'elle mêlait 2 organisations qui étaient distinctes, parce que les mesures de sécurité ne pouvaient pas être respectées, parce qu'elle posait le problème d'une disparition pas voulu, mais de fait du Parti communiste, qui est un des héritages du PAGS, et dont le récit de fondation revient à de nombreux moments de l'histoire du PAGS. Par exemple, au début des années 1990, quand le parti connaît une crise, cette question de la nature du PAGS, de savoir est-ce que c'est l'héritier du Parti communiste, est-ce que c'est la prolongation du Parti communiste, est-ce que c'est un parti d'une toute autre nature, elle va se poser de nouveau, avec des désaccords parfois très virulents entre les membres de ce parti. Un deuxième point de grande critique, c'est la question de la clandestinité, que peut-être nous, avec le recul du temps, on prend comme une évidence. C'est évident, il y a le parti unique, c'est bien normal de créer un parti en clandestinité, mais en réalité, dans ces récits, Sader Khadjallas se posait souvent la question d'abord, qu'est-ce que fait la clandestinité au fonctionnement d'un parti politique, et notamment comment il conditionne l'échange pour le rendre très difficile, parfois impossible. Il n'y a pas chez lui de romantisme, si vous voulez, de la vie clandestine ou du parti fonctionnant dans le secret, et aussi des interrogations sur des moments où peut-être on aurait pu envisager de sortir de la clandestinité, peut-être qu'on aurait pu trouver des solutions un peu différentes pour faire face à la répression, notamment dans le début des années 1980. Je ne sais pas quelle était sa réponse face à ça, est-ce que c'était possible, pas possible de façon définitive, mais je trouvais intéressant néanmoins qu'il se pose la question. Et puis le troisième point sur lequel il revenait souvent dans ses récits et dans les entretiens, c'était la question de savoir si partir ou rester en Algérie avait été une bonne idée. Il est resté en clandestinité, il a fait partie de la direction du parti en clandestinité profonde. Ce n'est pas le cas de tous les militants d'avoir une activité entièrement en clandestinité, mais pour plusieurs dizaines de dirigeants du parti, c'était le cas. Il quitte le pays brièvement dans les années 1970. Et puis, il quitte le pays de nouveau pour une période de plusieurs années, au début des années 80, pour aller s'installer à Prague. Pourquoi ? Dit-il, parce que de toutes les façons, la clandestinité était tellement dure, c'était tellement difficile d'échanger, il y avait tellement de précautions pour envoyer un courrier, recevoir la réponse, que tout était très long. Et à un moment donné, il se dit, mais au fond, être en clandestinité à Alger ou être à Prague, c'est pas sûr que ça fasse une grande différence. Et à Prague, on sera au cœur du mouvement communiste international, et il y a des choses qui seront facilitées, notamment le positionnement du PAX dans le mouvement international. En réalité, il découvre d'autres difficultés. D'abord un problème linguistique, même si Ali qui fait l'interface et pour part, je pense, l'interprète, mais aussi des problèmes presque diplomatiques de quelle est la place
du PAGS par rapport au Front de Libération Nationale? Est-il le Parti communiste algérien ou est-il seulement un parti? Fait-il partie d'un front des révolutionnaires? En tout cas, il ne trouve pas à Prague l'aisance qu'il cherchait au moment de quitter le pays. En tout cas, je rebondis vraiment sur ce qui a déjà été dit en termes de très fort engagement intellectuel dans le fait de forger, si vous voulez, un récit, une analyse historique d'un engagement très fort. Au cours de mes entretiens, je me suis parfois heurtée au fait qu'il n'avait pas tellement d'appétence pour l'autobiographie, si vous voulez, que c'était un peu difficile de le faire parler de lui, mais en tout cas, analyser le parti et au-delà du parti, la vie politique algérienne était une sorte de tâche militante qui accompagnait son militantisme. Sans doute l'épisode le plus délicat pour lui à l'époque et dans nos entretiens était-il celui de la fin du parti PAGS au début des années 1990, puisque certains d'entre vous le savent certainement, au moment, après 1988, le parti sort de la clandestinité et se confronte à une triple crise, si vous voulez, ou à une triple difficulté insurmontable. Le fait que sortir à la légalité pour un parti clandestin, c'est toujours délicat. On ne retrouve pas tout de suite ses marques, on ne retrouve pas tout de suite son fonctionnement. Sortir de la clandestinité quand on est un parti communiste en 1989, c'est forcément extrêmement difficile et douloureux au moment où le mouvement communiste international est en crise. Et puis, il y a une crise spécifiquement algérienne qui est celle du début des années 1990 et de la confrontation avec à la fois des soubresauts politiques très violents et l'émergence d'un islamisme combattant dont certains des militants du PAX seront parmi les premières victimes. Et peut-être que je voudrais conclure là-dessus. Puisque, je l'ai dit tout à l'heure, il n'avait pas vraiment de goût pour l'autobiographie, et vous l'avez entendu aussi dans les entretiens qu'on a eu l'occasion d'écouter ce soir, il était très maître de ses émotions. Il y a deux moments où j'ai vu Sadeq Hajarès être un peu débordé par ses émotions, pas du tout en évoquant le coup de la clandestinité ou de l'engagement politique pour lui-même, puisque ça n'a jamais été un sujet dans sa bouche, mais par contre en évoquant le coup de son propre engagement pour ses proches, et en particulier de la clandestinité profonde pour ses enfants dont il a vécu séparé. Et aussi, comme beaucoup d'autres militants du PAX que j'ai rencontrés depuis, au moment d'évoquer certaines des victimes de ces années 1990, et lorsqu'il me parlait notamment de Aziz Belkacem, étudiant polytechnicien devenu ingénieur, qui faisait partie de la jeune génération du PAX, de la génération prometteuse, mais qui aussi, me disait-il, était ce que le pays pouvait produire de meilleur plusieurs décennies après l'indépendance, où l'école algérienne et l'éducation, le système d'enseignement algérien pouvaient produire quelqu'un d'aussi brillant et d'aussi bien formé. Et me disait-il, c'est cela que nous avons perdu durant ces années 1990. Il nous a fallu des décennies pour produire un homme tel que lui, et il a été assassiné. Je le disais tout à l'heure, il y a un regard très particulier, très analytique, très intellectuel chez lui, mais je voulais finir sur ces deux éléments dans les récits de Sadeq Hajarès, parce que c'est en cela, c'est sur ces points-là qu'il est le plus en phase finalement avec tous les autres entretiens que j'ai pu réaliser avec d'autres militants du PAX, qui eux aussi, bien souvent, commencent l'entretien par la fin, en quelque sorte, par la crise du parti, par la disparition de ce qui a été leur parti, leur famille et leur maison, et par la disparition de leurs camarades. Et j'en finis avec cela en vous rendant la parole. Merci beaucoup. Bien, alors Aliki, bien entendu, voulait aussi dire quelques mots.
et notamment apporter des compléments sur la période qu'a évoquée à l'instant Malika Rahal, c'est-à-dire la période de l'Algérie indépendante, où il va se trouver dans une situation de clandestinité et d'opposition à un régime, finalement, tel que l'Algérie se construit. La parole est à Aliki. Tout d'abord, je remercie pour cette soirée, mais pour ne pas trop élaguer les choses, je voulais parler tout d'abord, avant de parler de la période, parler d'une chose importante pour moi. Ici, on parle d'une personnalité politique. Quel était l'essence de sa conduite à lui et à la majorité de son parti? Je tiens à dire à la majorité de son parti, je ne peux pas l'expliquer maintenant. C'est la jonction de trois éléments importants, des trois axes. Le premier axe était lié à l'indépendance du pays et donc par la suite de l'édification nationale. Le deuxième axe important, c'est que cette indépendance nationale et cette édification nationale devaient servir à quelque chose, devaient servir à l'épanouissement de la population algérienne. Et ça, c'est la confirmation de son essence à la fois communiste et proche du peuple algérien. Parce qu'il y a des communistes apparatchiks et il y a des communistes militants. Dans ce deuxième axe. Le troisième axe, très important, c'est que, vu l'évolution algérienne, qu'elle vivait dans un certain, j'ose dire, insularisme politico-idéologique nationaliste, c'était l'ouverture de SADC et du parti de l'avant-garde socialiste envers le monde. Parce que l'Algérie, elle n'était pas dans la planète Mars. Elle faisait partie des évolutions mondiales. Elle était influencée fortement de ces évolutions mondiales, comme elle était aussi influencée des évolutions régionales, je vais dire arabes, et par la suite arabo-islamiques, et plus tard arabo-islamistes. Donc, tout ce contexte global, c'était le contexte dans lequel il a évolué, mûri et agi Sadek Hadjares comme membre de la direction d'un parti qui le voulait démocratique, qui le voulait un parti d'échange, mais que les conditions historiques de l'hégémonisme du FLN n'ont pas permis la participation des communistes d'une façon, disons, constructive, mais active et ouverte dans la population, dans cette tâche d'édification nationale. Ça, c'était une situation objective qui a diminué, dans les faits, la possibilité de communistes de contribuer davantage dans la construction de l'édification du pays. Un deuxième aspect, c'est que la période du colonialisme en soi, étant d'un côté une colonisation de peuplement, il faut le dire, a pesé très lourd, d'où toutes les conséquences qui viennent d'être expliquées concernant la question du PCA, du PCF, du FLN, etc., dans une jonction et une multi-interaction, disons, très douloureuse, tout d'abord pour la population algérienne, et y compris pour les communistes, que je considère qu'ils ont joué pas seulement un rôle considérable, mais un rôle le plus proche de la population de leur pays. Parce que malheureusement, les élites du FLN sont été celles qui ont usurpé d'une façon graduelle, et pas chaque dirigeant de la même façon, ils ont usurpé certains aspects de fruits de la libération nationale, dans de luttes claniques entre eux,
dans des luttes de récupération de certaines richesses du pays, dans le lutte d'échanges et de relations avec l'étranger, nouveau comprador, pour parler un peu avec des arguments politiques, qui ont empêché un épanouissement du pays après sa libération, pour laquelle il a payé un prix très fort, parce qu'il ne faut pas oublier que la libération de l'Algérie du joug colonial, c'était la plus douloureuse, avec le Vietnam, la plus douloureuse de tous les pays colonisés. Ça, c'est une chose aussi capitale qui n'a pas été dite, et je pense que, comme on parle d'une personnalité politique et d'un parti politique, il faut parler en termes aussi politiques, pas en termes de petites périodes historiques. Ça, c'est l'aspect. Qu'est-ce qu'il a été la richesse politique personnelle de Hadjares, à mon humble sens? Primo, qu'il a essayé, dans ces conditions contradictoires, durant la période de la deuxième clandestinité du Pax, d'être le maximum possible démocratique dans les échanges avec ses camarades. Parce que vous savez, dans la clandestinité, la relation avec 3-4 personnes ne permet pas l'échange, ne permet pas le fleurissement de la diversité et pose les dangers d'un chapeautement hégémonique, parce que la société à sa superstructure, elle était hégémonique, et donc ça s'est reflété aussi dans l'élite. La clandestinité ne permet pas la démocratie, l'échange, et aussi un autre aspect de la démocratie qui est celui de la participation des gens dans la vie politique, sociale, culturelle, syndicale de leur pays. Et je pense que le Pax, tout en étant, à mon humble avis, une des forces qui ont le plus apporté pour la libération multiple du pays et non pas seulement la libération du sol national, il a aussi subi les effets pervers de ce développement de la période FLN. Elle faisait partie du même terroir. D'ailleurs, nombreux sont aussi les partis du camp socialiste aussi, qui d'une certaine façon, ils ont chapeauté leur mouvement et ils n'ont pas contribué à faire fleurir leur propre société, qui fut un des facteurs, pas l'unique, de l'écroulement plus tard des pays socialistes. D'ailleurs, dans nos discussions, on évite de parler du mot socialiste, on dirait que c'est un tabou. Mais qu'est-ce qu'ils font l'élite aujourd'hui actuelle des Français dans le riz pour leur retraite? C'est pas une lutte pour un social plus important? Donc pour un avenir socialiste, c'est-à-dire de meilleure répartition plus démocratique? Le socialisme est mort? Non, non. L'idéal socialiste est de plus en plus nécessaire et de plus en plus revendiqué par les populations et par les populations dans le monde entier. Ce qui est un recul, ce sont les partis qui n'ont pas su être à l'écoute des populations de leur propre pays, qui se sont déhaussés de problèmes quotidiens des gens. Et ça, c'est dans le monde entier. Mais ceux qui ont su écouter le peuple, je donne un exemple, ce n'est pas un communiste. Lula, pour ne pas parler que de Hadjares, malgré la profonde réaction qu'ils ont su utiliser, les forces réactionnaires, y compris la religion, comment ça s'appelle, protestante, au Brésil, malgré ces formes d'oppression et de répression qu'ils ont voulu faire avec leur coup d'État, qui c'est qui a protégé le pays?
l'armée, la police. Non. C'était la population qui est sortie aussi dans la rue pour défendre les résultats de ces élections démocratiques. Voilà pourquoi les relations des dirigeants avec leur propre peuple, avec leur base militante, c'est la garantie essentielle pour la construction de n'importe quelle acquisition sociale et j'ose dire même sociétale. Et ça a été un des grands talents de Hadjares, malgré qu'il avait un petit défaut. Hein. Ce n'était pas un orateur. Il savait bien écrire, mais... Walou au plan d'être un orateur. Parfois, il écrivait, il me disait, qu'est-ce que tu dis ça? Tu es d'accord? Et je lui dis, Ahoya Bakaroun. Il faut aller à l'essentiel. Tu peux donner des exemples après, psach, les phrases d'une page entière. Le Shab, Mekench. D'abord, il ne lit pas beaucoup. Donc, il faut aller dans le concret. Mais comme lui, il était profondément intéressé de conditions sociales de larges couches de son pays, et comme aussi il a été attentif à tout ce qui s'est passé dans les camps socialistes, y compris en Tchécoslovaquie, dans la courte expérience qu'il a eu la possibilité de suivre un peu plus à travers mes explications, parce que je n'étais pas intelligente, j'avais un petit instrument que c'était celui de comprendre la langue du pays, le tchèque. Donc je pouvais écouter et expliquer certaines choses. Donc c'est comme ça qu'on a compris que les évolutions historiques ne sont pas malheureusement des lignes droites. C'est très souvent très tortueuse. Parfois elles sont des trous noirs. Et il faut passer philosophiquement, ça il le comprenait bien Hadjares, de la période, disons, physique, du thermodynamique, du grand changement et de la prise du palais d'hiver, à une autre conception historique de l'évolution et des luttes, celle des lois de probabilité, et de se préparer politiquement par rapport à ça, et d'être toujours prêt à faire comprendre à travers cette philosophie que les luttes ne sont pas données une fois pour toutes, que les changements peuvent se renverser, c'est-à-dire les acquisitions peuvent se renverser, et que, quant au fond, la révolution est un sujet permanent. Je vous remercie. Merci Aliki. Donc à l'indépendance, le pays est exsangue, mais il y a un immense élan, une liesse, un élan pour reconstruire le pays. Un élan qu'on voit très bien d'ailleurs dans les films de René Vauthier, pour ceux qui les ont vus, sur la post-indépendance, où il y a des immenses meetings, des immenses rassemblements, des jeunes, des syndicats, etc. Et donc le climat est à l'union et au mouvement de masse. Les cheminots vont aider les ouvriers agricoles à réparer les machines. On va à l'Arbatach planter 1 million d'arbres dans une zone qui a été brûlée par les incendies pendant la guerre. La révolution agraire, le volontariat, tout le monde s'engage dans les missions d'édification. Donc il y a vraiment un climat. Tous les témoins que j'ai pu interviewer de cette période indiquent qu'il y a vraiment un climat extraordinaire, un élan extraordinaire. Donc Sadek, à ce moment-là, rassemble les forces du PCA et d'Algérie républicain. Après la guerre, il est toujours clandestin, comme ça a été dit. Il avait publié en mai 62 « Perspectives de la démocratie dans l'Algérie indépendante », où il essayait d'esquisser cette vision d'un front uni pour les tâches d'édification. Et on verra tout à l'heure qu'un front, c'est pas un parti unique. Un front unique n'est pas un parti unique. C'était un de ses enseignements sur lesquels il insistait beaucoup. Donc Algérie républicain parvient à reparaître aussi, malgré les pressions d'une certaine partie du pouvoir, et donc va jouer un rôle d'apaisement déjà
à l'été 62, quand il va y avoir justement ce qui a été cité tout à l'heure, les luttes fratricides au sein du FLN. Donc Algérie républicain va faire des grandes unes, 7 ans de guerre, ça suffit, les soldats ne tireront pas sur les soldats. Donc une vision donc unitaire aussi, c'est-à-dire que en fait, le FLN, au congrès de Tripoli, au congrès d'avril 62, donc il y a la charte de Tripoli, qui est une charte avec beaucoup d'objectifs socialistes et progressistes. C'est confirmé aussi en mai 64, avec la charte d'Alger, qui va dans le même sens. Donc, il y a, malgré les pressions sur la ligne éditoriale, les ministres appellent Alger républicain, pourquoi vous avez publié ceci, pourquoi vous n'avez pas publié cela. Et aussi les tentatives de récupération, comme en 64 où Ben Bella va dire Alger républicain devient maintenant l'organe du FLN. Donc il y a des immenses pressions, mais Alger républicain va être un peu le fer de lance du mouvement social pour mobiliser autour des tâches d'édification et des revendications des travailleurs. Il sera aussi l'instrument de l'ouverture du PCA sur le mouvement social. Et il va donc jouer un rôle moteur là-dedans. Néanmoins, en novembre 62, donc le PCA est interdit officiellement. À ce moment-là, Sadek Adres va faire une tournée internationale pour informer les pays, informer les partis. Donc je crois que c'est Cuba, la Tchécoslovaquie, l'URSS, l'Italie. Donc c'est une grande tournée pour informer de l'interdiction. Pardon. Et donc l'incompréhension règne. D'un côté, on se demande pourquoi Ben Bella, qui est l'ami de Cuba, qui est proche des socialistes, interdit le parti. Et de l'autre, il y a un élan vers la gauche des différents partis communistes. On est à l'époque de la tricontinentale. Donc en Égypte, en Grèce, à Cuba, les partis communistes se sont fondus dans des mouvements de masse de gauche prêts à gouverner. Donc les pressions dans le pays par le FLN, mais aussi à l'extérieur des partis frères, sont pourquoi vous ne vous fondez pas dans le FLN? Et donc ça, c'est un des points importants avec lequel j'ai beaucoup discuté avec Sadek, qui m'a expliqué beaucoup de choses là-dessus. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas confondre un front uni où on peut avoir des divergences et enrichir la proposition nationale, avec un parti unique où là, on n'est plus que des tendances, des luttes de tendances et le verrouillage, la discipline au sein d'un parti. Donc ce ne pouvait pas être une solution de se fondre pour lui dans le FLN. Donc la décision est prise à ce moment-là de maintenir clandestinement le PCA, mais de ne pas signer PCA. Les dirigeants du parti pouvaient faire des papiers. On savait que c'était la position du PCA, mais il ne fallait pas casser les canaux unitaires et tous les camarades engagés dans les grands chantiers, dans les grands mouvements de masse à ce moment-là. Donc, de cette manière, le PCA a pu conserver une autonomie de réflexion et d'action sans casser les canaux unitaires, vu qu'il était complètement immergé dans le mouvement social. Et donc, pour poursuivre le travail fructueux dans ce mouvement de masse, accompagner, orienter, guider ce mouvement de masse. Donc, en 65, avant le coup d'État de Boumedienne, avant le 19 juin 65, donc des syndicats se dégagent un fort courant unitaire et pro-socialiste, malgré qu'en janvier 63, il y a eu le coup de force du FLN qui a changé toute la direction de l'UGTA, donc le syndicat unique après l'indépendance. Donc tous les anciens formés à la CGT ont été remplacés par des cadres du FLN. Malgré ça, ça a été d'ailleurs une des orientations du parti, de réinjecter les militants à la base des syndicats. Et donc 2 ans après, donc cette forte majorité se dégage, une forte majorité pro-socialiste et unitaire dans l'action. Les étudiants aussi, les bureaux étudiants en 63-64 sont à majorité communiste. Pour préserver les liens dans l'action et l'aspect unitaire, on est obligé d'enlever des gens qui ont été élus, qui sont des communistes, pour mettre des élus FLN. Donc il y a un contexte avant 65 qui est quand même très de gauche, avec cette ère du temps-là. Donc il y a vraiment une dynamique. Et le PAX, c'est pas le PAX, pardon, c'est le PCA à ce moment-là, est interdit, freiné dans son développement, saboté un peu dans ses actions, mais relativement peu réprimé et toléré, on dira. Voilà, et parmi ces grands mouvements de masse, je voulais parler aussi de la grande manifestation géante des femmes en mars 63, qui était une grande première. Et voilà, donc le PCA est donc intégré à tous ces mouvements de jeunes, ces mouvements étudiants et les syndicats surtout. Donc, au coup d'État du 1965 du colonel Boumedienne, donc Ben Bella est emprisonné. Donc, je vais rapidement parler de cette ORP, Organisation de la Résistance Populaire, qui est créée effectivement à la hâte, et, avec l'aile gauche, une partie de l'aile gauche du FLN et une partie du PCA.
Mais comme l'a très bien dit Malika, c'est fait sans vérification et sans vigilance parfois, et donc rapidement la direction est démantelée. Zawan, Bachir Hadj Ali sont arrêtés. Bachir Hadj Ali va être très sévèrement torturé pendant presque 2 ans et demi. Et donc Sadek Adjres, qui est recherché à ce moment-là, trouve refuge chez un concierge espagnol. Il raconte cet épisode dans Socialgérie, justement, l'épisode où il a dû se cacher. Et de là, le travail de réorganisation compliqué, parce que beaucoup de choses sont tombées pendant l'ORP, il fallait tout reconstituer. Et de là, donc en fin 66, le PACS est créé. Donc essentiellement grâce au travail de coordination de Sadek, qui est un des rares dirigeants encore en liberté. Donc un parti d'avant-garde, le PACS se veut un parti d'avant-garde pour guider, éclairer le mouvement de masse dans les tâches d'édification. Il se revendique aussi comme étant le successeur du PCA. D'ailleurs, dans sa direction, il y a des éléments de l'ancienne direction du PCA, y compris dans ses militants. Et alors, pour tracer un petit peu politiquement l'apport du PACS, Aliki, ça rejoint un peu ce que disait à un moment donné Aliki, il y a la plateforme de 67. Donc le choix n'est pas entre le capitalisme et le socialisme. Le choix est entre une véritable indépendance ou une stagnation dans l'indépendance. Donc c'est un point assez important qui apparaît dans les entretiens que j'ai menés avec lui. Donc Sadek va organiser le PACS comme une véritable école de formation pour de nombreux militants et cadres de l'action de masse dans laquelle le PACS est immergé. Donc, il produit un journal qui s'appelle Sawt al-Shab, La Voix du Peuple, qui relaye un petit peu les revendications, les mouvements sociaux dans toute l'Algérie. Et donc, dans les années 70, le PACS alliera critique des insuffisances et dénonciation de la politique réactionnaire parfois du pouvoir de Boumedienne, avec aussi un appui d'une autre partie des réalisations socialistes de la politique de Boumedienne, comme la nationalisation des hydrocarbures, nationalisation des mines, gestion socialisée des entreprises. Il y a des choses positives qui se passent et le PACS, qui est attaché à ces réformes-là, donc les soutient. Ce qui lui vaut donc des critiques de toutes parts, parce que pour le pouvoir, il est trop sectaire, il critique tout le temps. Pour l'opposition qui est avec lui, c'est du suivisme. Donc, il était un peu entre deux feux, mais c'est quand même, comment dire, à ce moment-là, le PACS participe donc aux représentations syndicales, aux multiples grèves qui émaillent les débuts d'industrialisation. Je vais vous donner un chiffre. En 69, 4% de la masse totale des travailleurs se met en grève. Donc en 69, voilà. En 80, c'est 17%. C'est-à-dire qu'il y a des grèves qui accompagnent ce mouvement de volonté d'industrialisation et qui s'amplifient énormément. Donc, les quelques camarades qui sont sortis donc, de la clandestinité, comme en 74, parce qu'ils n'en pouvaient plus, comme Bachir Hadj Ali ou Benzine, sont assaillis par des émissaires du pouvoir qui viennent leur dire arrêtez cette grève ou calmez un petit peu celle-ci. Ce qui montre quand même qu'à ce moment-là, le PACS est vraiment dans le mouvement social et dans l'action syndicale. Donc, le virage des années 80, je vais pas beaucoup le développer. C'est un virage de casse industrielle et de virage à droite avec Chadli Benjdid. Donc, le PACS combat cette politique et poursuit son opposition clandestine. La répression augmente un peu, c'est-à-dire que le pouvoir veut confiner. Comme le PACS ne partage plus certaines orientations socialistes du pouvoir qui n'existent plus de ce fait, il y a une forme de volonté de comprimer son influence et de l'empêcher de rayonner. Donc, Sadek Adjres qui va accéder donc les événements de 88 que vous connaissez, le 5 octobre 88, donc manifestations réprimées dans le sang, ces manifestations vont obtenir le pluripartisme un an plus tard. Et donc le PACS va sortir à la légalité, mais dans un contexte international compliqué, le début du démantèlement un peu de la chute du mur de Berlin notamment, et aussi des infiltrations au sein de sa direction, de son appareil, des difficultés de fonctionnement qui font que Sadek Adjres, qui avait décidé donc de quitter ses fonctions après cette deuxième période de clandestinité de 24 ans, après le congrès de décembre 90, le congrès de 90 d'ailleurs, où une direction factice liée à la sécurité militaire, ou du moins pour certains éléments, l'histoire de cette fin du PACS est encore largement à faire. Je n'ai pas la prétention de pouvoir la développer ici. Mais en définitive, oui, c'est une direction un peu factice liée à la sécurité militaire qui va prendre la direction contre les suffrages exprimés d'ailleurs au Congrès et annoncer la disparition du PACS quelques semaines plus tard.
Donc, Merci. je voudrais finir sur 5 phrases, Alors, simplement, très très vite, qui me paraissent être des enseignements vraiment très importants. Alors, il faut toujours préserver une marge d'autonomie dans le cadre d'une alliance. Cela permet, en cas de dérive ou d'orientation erronée, de pouvoir mieux servir la cause nationale. Ça, c'est une stratégie politique pour ne pas se mettre pieds et poings liés avec le pouvoir du FLN. Et donc, c'est quelque chose qui est assez important. Une autre phrase, un parti qui se revendique de la liberté, de la justice sociale, doit faire régner à tous les niveaux de son organisation, non seulement l'esprit de collectif, mais surtout une démocratie bien ressentie par tous. Une autre phrase, alors, quels que soient les griefs énormes qu'on peut avoir sur certaines personnes au sein du pouvoir, l'essentiel des problèmes que nous avons connus n'ont pas été le fait de personne. Quelles sont les conditions, l'environnement social et les circonstances historiques qui ont permis à ces orientations ou à ces individus de s'imposer. Donc ça, c'était des points politiques, moi, qui m'ont toujours inspiré. Une avant-dernière phrase, donc ça va aller très vite. Donc, les luttes ont plusieurs dimensions, et c'est en articulant toutes ces dimensions anti-impérialistes, démocratiques, sociales, que les luttes deviennent plus efficaces. S'il manque un de ces aspects, la lutte devient bancale. Voilà. Et alors maintenant, je voudrais finir sur une phrase qui, par rapport à la difficulté de créer une opposition unie de gauche très forte en Algérie, ce qui était le souhait de Sada Cazares, du fait de la mentalité du parti unique. Ça, il m'avait expliqué ça, ça m'a toujours intéressé. Il dit cette mentalité de parti unique qui consiste à se considérer comme seul porteur de solutions dans une attitude hégémoniste, violente, conflictuelle, et débouchant souvent sur des coups de force, a été instillée au parti de l'opposition. Ainsi, le pouvoir a pu les manipuler et à chaque fois se renforcer. C'est à cette mentalité qu'a été nourri l'islamisme politique des années 90. Il fallait s'unir, se rassembler autour de revendications à la portée de tous, comme l'eau potable, le logement, les injustices, la hogra, comme on dit en Algérie, et bien se lier au peuple pour créer les conditions du changement. Merci de votre attention. Merci à vous. Voilà, bon, bah écoutez, on doit avoir quitté cette salle dans 10 minutes. Alors ça laisse vraiment peu de temps à un échange, mais allez-y. Je ne sais pas s'il y a un micro qui se promène, si, oui, il y en a un. Donc voilà. Oui, alors je dirais quelques mots parce que je me retrouvais complètement, j'étais inquiet auparavant, dans l'intervention de Alika. Aliki. Enfin, elle nous a parlé de quelques facteurs internationaux d'influence. Enfin, elle nous a parlé, pas de l'international et de son poids, de ses pesanteurs, sur les mouvements politiques. Mais, enfin, la lutte du peuple algérien se passait dans des conditions de l'époque. Il faut voir ce qu'étaient les partis socialistes. Il fallait voir ce qu'étaient les peuples d'Orient qui voulaient combattre le colonialisme. Il fallait voir ce qu'était l'international, quelles étaient ses influences, y compris sur le Parti communiste français. Alors, je suis obligé de passer sur toutes ces questions. Mais j'étais vraiment très, très content de son intervention. Alors, moi, j'ai vécu avec des militants communistes en prison. Il y avait Yahya Briki, dont on a parlé tout à l'heure de sa femme. On était en prison à Los, à la centrale de Los. Il y avait Émile Chekroun. Il y avait l'ancien, celui qui est devenu de Garab, Hamid Garab, qui est devenu ambassadeur après l'indépendance. Et je dois dire que nous avions une vision très claire. Jamais, au grand jamais, il n'y a eu de distinction ou de mesure. Vous savez, on était organisés, hein. On avait un comité de détention, y compris les chefs n'imposaient pas la loi. C'était démocratique en prison. Et je peux le dire pour l'avoir expérimenté. On avait un conseil de discipline. Jamais un militant communiste n'a fait l'objet d'injures ou de mise à l'écart ou de quoi que ce soit. Ils étaient avec nous. Ils étaient des militants comme nous. Nous qui venions directement du FLN, tout jeune que j'étais à l'époque. Alors, mais sur ce qui s'est passé avec le Pax, Malika Rahal, elle dit le Pax a connu une période difficile. Mais comment on a basculé de l'ORP
l'Organisation de la Résistance Populaire, vers le PAX, Parti de l'Avant-Garde Socialiste. Quand et comment, à quel prix, selon quelle modalité? Pas un mot, pas un mot. Alors, je ne veux pas m'appesantir là-dessus parce qu'il y aurait beaucoup à dire. N'oubliez pas que Boumedienne, à l'époque, et ça je l'ai appris à Moscou, on m'a dit, mais enfin, qu'est-ce qui vous différencie de Boumedienne? Il crée les villages socialistes. Il fait la réforme agraire. Il fait les nationalisations des mines et du pétrole. Rappelez-vous, en 1971, il y a eu même une crise avec Pompidou, à l'époque, qui est devenu président. C'était la médecine gratuite. C'était des mesures, disait-on, des mesures de caractère socialiste. Et si elles ne sont pas socialistes, l'enjeu et le clivage des forces à l'époque, entre nous, c'était la voie non capitaliste, ce que l'on a appelé la troisième voie. C'est ça qui était le clivage. Et c'est pour ça que le PAX faisait, comme on dit certains, de l'entrisme avec Boumedienne. Et puis nos amis soviétiques étaient pour. Le PCF n'était pas loin de cette position non plus. C'était une période où le non-alignement, avant la conférence de 73, des Afro-Asiatiques, et avec la controverse en plus des Chinois avec les Soviétiques, c'était vraiment le salut. Et l'autogestion de la Yougoslavie était l'élément principal, comme un aimant qui attirait la troisième voie, c'est-à-dire cette voie qui n'était pas socialiste au sens communiste, mais qui n'est pas non plus capitaliste. Alors, je n'ajouterai pas le Nord riche et le Sud pauvre. La contradiction principale est à ce niveau. Donc, moi, et Sadr Hajjas, il était très conscient de ces problèmes. J'en ai parlé souvent avec lui. Et je peux vous dire que parmi les dirigeants du FLN, jamais je n'ai entendu des critiques contre Sadr Hajjas. Au fond de cœur, on le considérait avec nous. Il était dans un cadre. Et puis, on oublie, par exemple, pourquoi le mouvement national envoyait des militants pour se former au PCA, dans le Parti communiste algérien. Hamid Benzine, dont personne n'a parlé, il a été nationaliste, il était du PPA, comme d'ailleurs Hajjas au début. Il a été envoyé pour se former dans le Parti communiste. Et puis, il n'est pas revenu. Il a été formé, il est resté. Donc, qu'est-ce que dit le PPA et le MTLD? Eh bien, on n'en voit plus. C'était comme au syndicat ici en France. Qu'est-ce qu'on nous donnait comme directive, le FLN? Eh bien, on nous disait, allez vous former à la CGT, dans les syndicats. Vous savez, on n'avait pas des grands moyens pour se former. Ou aller éventuellement au PCF. Mais revenez quand même. Ne vous laissez pas embrigader. Ne partez pas. Vous serez perdus pour nous. Alors, ces problèmes ont pesé énormément et ont été la source de la complexité des conditions de l'époque. Quant au nationalisme, quelqu'un a parlé tout à l'heure pendant des minutes et des minutes, le nationalisme en citant l'exemple allemand. Mais enfin, quand même, Marx disait qu'il y avait 300 merdes d'État en Allemagne. Alors, bon, donc, je crois que quand on élargit le débat, où il faut aller au fond sur certaines questions, ou alors ne pas les aborder, mais ne pas rester superficiel. Merci. Merci. Et malheureusement, ça va être la dernière intervention qu'on aura le temps d'entendre, étant donné qu'il faut être sorti de la salle, en haut de cet escalier, à 22 h. Monsieur, peut-être, à la toute dernière, si on veut... Oui, une réplique très rapide. Moi, j'ai été coopérant en Algérie après l'indépendance. Je suis resté donc de 62 à 65 dans l'enseignement. Et j'ai vécu le coup d'État de Boumedienne. Mes camarades qui étaient à l'Union nationale des étudiants algériens ont été arrêtés, massacrés, torturés, etc. Donc, je pense que le coup d'État de Boumedienne, ça a été l'entrée accentuée du libéralisme en Algérie et toutes les conséquences qui en ont suivi. Donc, cette vision un peu idyllique que vient de présenter monsieur, ça me paraît tout à fait de mauvais ton et de toute façon, et c'est une erreur historique de l'analyser comme ça. On a bien vu la suite, ceux qui ont pris la suite de Boumedienne ont continué à accentuer les soi-disant réformes qu'a mis en place Boumedienne.
Et moi, j'ai le cœur de mes camarades qui ont été massacrés. Et j'ai quitté l'Algérie un an après parce que j'ai été moi aussi arrêté le jour du coup d'État pendant 24 heures. Merci. Voilà, merci monsieur. Et par rapport au régime et la position de Sadek, il aimait rappeler que Bachir Adjali, ancien chef des combattants de la libération, et Jacques Salor, aussi chef des combattants de la libération, avaient été torturés par les Français, par l'armée française, puis par le régime algérien. Et on pourrait allonger la liste. Donc voilà, c'est un combat qu'il a symbolisé. Bonsoir à tous, merci de votre présence.